Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. En regardant le ciel dans le domaine des ondes radio, on ouvre une fenêtre nouvelle sur l'univers. C'est de cette manière qu'ont été découverts les quasars ou les pulsars, des phénomènes qui nous ont aidés à comprendre les trous noirs supermassifs et les étoiles à neutrons. La radioastronomie est cependant une discipline beaucoup plus récente que l'astronomie classique. Elle a un peu moins d'un siècle, alors que l'humanité observe les étoiles dans le domaine visible depuis une période qui se compte au moins en millénaires. Il y a donc encore beaucoup de choses à découvrir et à comprendre dans le domaine des ondes radio. Parmi ces mystères, il y a les FRB, dont on vous a régulièrement parlé sur la chaîne. Il s'agit d'un sigle issu de l'anglais qui signifie sursaut radio rapide. Ce sont des flashs radio très courts, de quelques millisecondes, mais extrêmement puissants. Leur source semble ainsi dégager l'équivalent énergétique de plusieurs jours d'émission du Soleil en une infime fraction de seconde. Cela rend les FRB détectables sur de très grandes distances. La plupart de ceux qui ont été relevés jusqu'ici semblent venir d'autres galaxies. Seulement, observer ne veut pas dire comprendre. Les premiers FRB ont été détectés voilà une quinzaine d'années, et depuis les spéculations vont bon train sur la nature de leur source. La question est d'autant plus complexe qu'il pourrait y avoir plusieurs phénomènes qui sont responsables de leur émission. Tous les FRB ne se ressemblent en effet pas. Certains sont dits simples. On observe un sursaut dont la source semble ensuite se taire définitivement. Et d'autres sont répétés, avec une source qui semble émettre sur une période régulière ou semi-régulière. Certains d'entre eux semblent avoir trouvé un début d'explication. Du côté des magnétars, des étoiles à neutrons au champ magnétique extrêmement puissant, tandis que d'autres échappent toujours à toute tentative d'explication. Pour démêler ce mystère, le mieux reste encore de multiplier les découvertes de sources. On est en effet en train de se rendre compte que ce sont des phénomènes extrêmement fréquents dans l'univers. La Terre pourrait ainsi être frappée par plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de FRB par jour. Dans cette tâche, le radiotélescope SHIM, installé au Canada, excelle. Conçu à l'origine pour étudier l'univers primordial, il s'est révélé être un chasseur de FRB particulièrement redoutable. Il a ainsi largement contribué à la découverte des plus de 1000 FRB catalogués jusqu'ici. Ces derniers jours, on a appris que SHIM a permis de révéler 25 nouvelles sources de FRB répétées. C'est un progrès significatif, puisque cela double quasiment le nombre de sources répétées qu'on connaissait jusqu'ici. Cela permet aussi de faire suffisamment grossir l'échantillon pour commencer à fournir une analyse statistique. Les FRB répétés semblent ainsi représenter 2,6% de la population totale des sursauts radio rapides. Ce sont donc des phénomènes assez rares, ce qui pourrait être une indication quant à la nature de leur source. La majorité d'entre eux effectuent peu de répétitions. Cela floute la limite entre FRB répété peu de fois et FRB simple. Il n'est ainsi pas interdit de penser que les FRB simples se répètent, mais que leurs répétitions ne sont pas assez puissantes pour être détectées à la manière de leur sursaut principal, ou bien qu'ils se répètent selon une période trop longue pour avoir été observés jusqu'ici. Toute tentative d'explication doit ainsi prendre en compte le fait que certaines sources de sursauts radio rapides sont extrêmement actives, tandis que d'autres le sont beaucoup moins. Malgré les progrès du côté des magnétars, on est ainsi donc encore loin d'avoir démêlé les phénomènes physiques derrière ces étranges signaux. Changement d'ambiance complet puisqu'on va maintenant s'intéresser au New Space français avec l'entreprise Latitude, ex-Venture Orbital Systems, qui vient d'effectuer un premier allumage de moteur. Latitude développe un micro-lanceur dénommé Zephyr qui est pensé pour envoyer une centaine de kilos en orbite basse. L'idée est donc d'offrir un service ultra personnalisé aux exploitants de Small et NanoSats. La Zephyr exploite en miniature une architecture de type Falcon 9, avec un unique moteur au kérosène, le Navier, qui équipe les 2 étages. Pour abaisser les coûts de fabrication, ce moteur doit être imprimé en 3D. En développement depuis quelques années, il vient de franchir une étape cruciale. Au cours du mois de janvier, Latitude a mené un test de mise à feu impressionnant. Un exemplaire du Navier a fonctionné à 60% de sa puissance nominale pendant un peu plus de 30 secondes. Le tout s'est déroulé sans accroc et offre à Latitude ce qu'on imagine être une moisson de données très intéressante pour pouvoir poursuivre le développement.
Latitude a levé 10 millions d'euros l'été dernier. L'entreprise vient de prouver qu'elle sait être efficace et rapide avec ses fonds, ce qui aidera probablement à convaincre pour la suite des opérations. Latitude espère toujours réaliser un premier tir orbital de Zephyr l'année prochaine. Bon, on ne serait pas étonné que cela glisse un peu, mais voilà en tout cas une belle étape de franchie pour se placer dans la course. On rappelle qu'il n'y a toujours aucun micro-lanceur ici du New Space européen qui ait atteint l'orbite, ni en France, ni en Allemagne, ni ailleurs. Les prétendants commencent à être nombreux, mais le niveau de financement reste inférieur à ce qu'on voit aux États-Unis ou en Chine. L'accès à l'espace est pourtant une capacité indispensable à la souveraineté européenne. On espère donc voir dès cette année les acteurs institutionnels monter au créneau. Aux États-Unis, il y a certes beaucoup d'argent, mais ce n'est pas pour autant que les choses avancent très vite. Du moins chez Blue Origin. L'entreprise de Jeff Bezos n'a toujours pas envoyé quoi que ce soit en orbite, 22 ans après sa création. Bon, il faut dire que partir directement sur le développement d'un lanceur lourd réutilisable, c'est assez audacieux. Petit à petit, Blue Origin fait tout de même des progrès. Le moteur au méthane BE4 devrait voler sur une Vulcan Duel A dans les mois qui viennent. La première fusée de cette nouvelle famille vient d'arriver en Floride pour une batterie de tests finaux. En parallèle, Blue Origin vient de mener une batterie de tests concernant la coiffe de la New Glenn. Il semblerait que l'entreprise s'intéresse à la réutilisation de celle-ci. Les coiffes de fusée sont souvent constituées de grandes pièces de matériaux composites qui valent donc très cher. Celles de la New Glenn font 21 mètres de long et 7 mètres de diamètre. Les récupérer demandera un certain doigté. SpaceX s'est cassé les dents sur cet exercice pendant bien des années, avec des coiffes beaucoup plus petites. Il faut par ailleurs que les lancements soient suffisamment fréquents pour que le jeu en vaille la chandelle. Alors qu'elle n'a pas encore volé, la New Glenn pourrait ainsi évoluer assez vite, avec des coiffes récupérables, et peut-être même un second étage réutilisable via le projet Jarvis. Début janvier, on a aussi vu émerger le nom Blue Ring dans une offre d'emploi de l'entreprise. Il semble s'agir d'une sorte de kickstage ou remorqueur spatial qui permettrait d'atteindre plusieurs orbites en un lancement. Avant d'en arriver là, on va surveiller le premier tir de la Vulcan pour enfin voir le BE4 en action. Américains et Européens ont aussi les yeux tournés vers Mars. La NASA et l'ESA espèrent mener une mission de retour d'échantillons d'ici une dizaine d'années. Celle-ci a même déjà démarré. Les échantillons en question sont en effet en train d'être collectés et stratégiquement placés par le rover Perseverance. Ce travail devrait encore durer quelques mois ou années. À l'occasion d'une prochaine fenêtre de tir, un ou plusieurs autres vaisseaux seront alors chargés de les ramasser et de les ramener. Il faudra d'abord se rendre sur le ou les sites de dépôt pour les attraper. Cette tâche sera probablement remplie par des drones hélicoptères. Ils iront les déposer à proximité d'une plateforme de tir chargée de les emmener en orbite. Il y a cependant une étape à franchir entre les drones et la fusée, un exercice de manutention qui n'est pas des plus aisés. Les drones poseront les échantillons au sol, et il faudra donc un mécanisme pour les placer dans la fusée. Ce sera un bras robotisé de 2,50 m qui s'en chargera, et c'est l'Europe qui va le fabriquer. L'ESA vient de se fendre d'une vidéo qui nous montre ce à quoi il devrait ressembler en fonctionnement. Distance oblige, il devrait être grandement autonome, avec 7 degrés de liberté, 2 caméras, une ribambelle de capteurs et une pince de préhension. Il devrait être capable de manipuler les échantillons quelle que soit leur position. L'ESA va probablement devoir déployer tout son savoir-faire sur un objet qui ne fera que quelques dizaines de manipulations avant de terminer sa mission. Qui sait, peut-être qu'une fois la fusée repartie vers l'orbite, la plateforme et le bras au sol pourront continuer à interagir avec leur environnement. Peu à peu, on voit des solutions se dessiner pour ce qui est probablement une des missions les plus ambitieuses de l'histoire conjointe de l'ESA et de la NASA. Ce renforcement de la relation transatlantique s'accompagne logiquement d'ambitions un peu réduites à l'Est. Joseph Asbacher, le patron de l'ESA, a indiqué la semaine dernière que l'Europe n'avait pas l'intention d'envoyer des astronautes sur la nouvelle station chinoise. L'option avait pendant un temps été étudiée, mais il n'y a apparemment ni le budget ni la volonté politique pour que cela débouche réellement. Ceci nous donne un peu l'impression d'une fracture qui s'approfondit dans le monde spatial. Les programmes occidentaux et chinois deviennent de plus en plus concurrents. La course à la Lune qu'on nous promet pour la fin de la décennie ne risque pas d'arranger les choses.
L'Europe a pendant un temps espéré occuper le rôle d'une sorte de pont entre les programmes, notamment à travers l'initiative Moon Village. Ces 12 derniers mois, la réalité géopolitique du monde s'est cependant rappelée à la mémoire du vieux continent. Il semble donc qu'il n'y aura pas de grande coopération lunaire ou spatiale entre les bords chinois et américains. À voir si cela sera pour le meilleur ou pour le pire. Allez, juste avant qu'on boucle ce DNDE, je vous rappelle que la nuit blanche des chercheurs a lieu ce jeudi 2 février à Nantes, à Stéréolux et à la salle 6 Ouest à partir de 18h. C'est gratuit, c'est l'occasion de rencontrer le monde de la recherche dans un cadre franchement fun et ludique. J'invite donc tous ceux qui sont à proximité à s'y rendre, moi en tout cas j'y serai. N'hésitez pas à partager vos questions dans les commentaires, on y répondra dans la vidéo qui sortira le dimanche 19 février à 17h. Vous pouvez trouver nos sources et nos réseaux sociaux dans la description. Nous, on se retrouve jeudi pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.